Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur France O, dans votre émission citoyenne. Cette émission, vous la connaissez, elle s'appelle Flash Talk. Et vous le savez aussi, c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Vous reconnaissez peut-être le 11e arrondissement. On est à côté d'un métro, lequel d'ailleurs? Alexandre Dumas, boulevard de Charonne, les amis. On est rassemblés aujourd'hui sur notre tapis bleu pour parler des tests ADN. Et oui, les tests ADN ou acide désoxyribonucléique, évidemment, comme chacun le sait ici, n'est-ce pas? C'est la molécule qui est présente dans chacune de nos cellules et qui nous renseigne sur toutes nos informations génétiques. Alors, depuis quelques années, il y a des sociétés qui proposent de tester notre ADN pour nous révéler nos origines. On va en débattre aujourd'hui ici autour de ce tapis. Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire ce débat. Vous faites ce débat ici avec nous à Paris, mais aussi derrière vos écrans sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Vous savez aussi que FlashTalk est la seule émission intégralement filmée au smartphone. On dirait un vendeur du téléshopping quand il fait ça. Et pourtant, c'est la seule, les amis. Donc n'hésitez pas, vous aussi, autour du plateau, si vous avez envie de filmer. Qui a envie de filmer ici? Allez-y, levez la main, mademoiselle. Je vous offre ça. Bienvenue dans l'équipe électricité. Qui a encore envie? Et pendant ce temps, vous découvrez notre cartooniste cette semaine. Il s'appelle AC. Il va écouter très attentivement ce qui se passe dans l'émission. Et puis évidemment, on ira le voir de temps en temps, AC. Alors, qui ici a déjà fait tester son ADN? Qui a fait tester ou qui serait tenté de faire tester son ADN? Ici, par exemple. Bonjour, mademoiselle. C'est quoi ton prénom? Camille. Où est-ce que tu vis, Camille? À la Salle Saint-Cloud. À la Salle Saint-Cloud. Est-ce que tu as déjà vu ces publicités, notamment sur les réseaux sociaux, hein? Allez-y, testez votre ADN, c'est trop cool. Oui, j'ai déjà vu ça sur Facebook. C'est intéressant d'apprendre à connaître ses origines, mais après, j'ai jamais sauté le pas pour le faire. Qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a freiné? Je sais pas, sur le coup, je me suis dit peut-être que c'est stupide ou que c'est pas forcément vrai et fondé ce qu'on va trouver. Donc voilà. Ok, donc sans réflexion quand même. De ce côté, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être tentés ou pas du tout tentés? Peut-être monsieur, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Étienne. Ça va Étienne, tu vis où toi? Je vis à Viroflay. Ok, du côté de Viroflay, est-ce qu'on a envie de faire un petit test ADN? Non, pas trop. Ah, pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, que je sais pas trop ce qu'il ferait avec mon ADN après. Et je sais pas. T'as pas confiance quoi? Non, pas trop. C'est entendu, on va sûrement parler dans ce débat, ma chère Sonia. Et oui, un peu de méfiance autour de ce tapis, mais on va voir pendant le débat qu'il y a peut-être des raisons, effectivement, d'être prudent, en tout cas. Mais avant de se lancer plus avant dans ce débat, on va s'arrêter un petit peu pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette affaire de test ADN. C'est notre Data Flash signé Juliette Jean. Qui n'a jamais rêvé de retracer ses origines grâce à un test ADN? C'est ce que promettent des sociétés américaines ou israéliennes pour un prix allant de 50 à 100 euros. Comme l'ont déjà fait 100 000 Français, il vous suffit d'envoyer un échantillon de salive à la société et quelques semaines plus tard, vous recevez les résultats. Vous apprendrez alors que vous êtes par exemple 34% franco-allemand et 18% guatémaltèque. Comment ça marche? Les sociétés collectent les échantillons génétiques des personnes et en fonction de leurs origines géographiques, elles en déduisent des similarités. C'est à cette base de données que la société va comparer votre salive. Donc, plus un grand nombre de personnes partagent leur code génétique, plus le résultat sera précis. Que deviennent vos données? Selon la demande du client, elles peuvent être anonymisées et utilisées pour des programmes de recherche privés ou publics. Plus de 26 millions de personnes dans le monde ont déjà fait tester leur ADN depuis 2013. Elles pourraient être 100 millions d'ici 2020. Les tests ADN seront-ils bientôt une simple formalité ? Ces tests seront-ils bientôt une simple formalité, nous demande le Data Flash. On va écouter Arthur. Arthur, porte-parole de l'association Origine, dont le but, si je ne me trompe pas, est de rassembler toutes les personnes qui sont en recherche de leurs origines, nées sous X ou par PMA principalement. Comment ça va, Arthur ? Ça va très bien. Il faut le rappeler, tu es le premier Français à avoir retrouvé ton géniteur grâce au test ADN. Est-ce que tu peux nous raconter ? En fait, c'est super simple. J'étais dans mon salon, on était une dizaine, j'ai commandé 10 tests.
Sur les 10 personnes, je suis le seul à avoir retrouvé l'identité de mon donneur en 12 heures. En 12 heures en plus, quoi. Je l'ai localisé en 2 semaines. Ça faisait 30 ans que je le recherchais. Et aujourd'hui, je l'appelle quand je veux. En fait, ça a juste permis une correspondance. Et donc ce qui est d'amusant, c'est que c'est la biotechnologie qui avait organisé l'anonymat de mon donneur et c'est par la biotechnologie que je le retrouve. Donc c'est un joli pied de nez. Ça a été assez rapide. T'as pas hésité un seul instant à faire ce test? Ah bah si, j'ai beaucoup hésité. Le droit français pour l'accès aux origines dit que c'est pas autorisé de faire un test ADN. On voit pas bien comment on peut me priver de ce qui est considéré comme étant d'un intérêt vital pour la personne humaine de connaître ses géniteurs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les traités internationaux et notamment la jurisprudence tirée de la Convention européenne des droits de l'homme. Ouais, mais pour d'autres cas, tu comprends l'interdiction? Moi, je comprends très bien l'interdiction, mais je comprends surtout que la France a un retard énorme sur ces questions. Comme je ne connaissais pas mes origines, ce test ADN me donne, avec des algorithmes particuliers, mes pourcentages d'origine géographique. Et je m'étais dit, quitte à pas connaître mon donneur, au moins je connaîtrais ses origines. J'ai des amis libanais qui pensent que je suis libanais, j'ai des amis juifs qui me disent que je suis juif, j'ai des amis français qui me disent que je suis français, et puis en fait, je suis un peu de tout ça. Alors t'es tout, alors, oui. puisque tu as fait ton pourcentage, ta petite carte d'identité, alors qu'est-ce que c'est? Eh ben, la morale de cette histoire, c'est que je suis un citoyen du monde, génétiquement parlant. Mais la vraie question de fond qu'il y a, c'est que j'ai été obligé de passer par une société privée étrangère, ce qui fait que mon génome est aujourd'hui détenu par les États-Unis, par des sociétés privées. Je suis très mal à l'aise avec l'idée d'envoyer mon génome à l'étranger, alors que ça pourrait être encadré en France avec une éthique à la française. C'est une des questions qui va revenir souvent pendant ce Flash Talk. Merci Arthur. D'abord, je voudrais me tourner vers vous, Dominique Stopa-Lyonnais. Vous êtes professeur de génétique à l'université Paris-Descartes et responsable du service génétique de l'Institut Curie. D'abord, pour qu'on comprenne bien, on parle de ces tests ADN depuis le début de cette émission. Est-ce qu'ils sont fiables, vraiment ? Les pourcentages sont assez grossiers, mais ça donne une orientation. Et je crois que Arthur a tout dit en disant qu'il est citoyen du monde. Parce que finalement, avec ces tests, on s'aperçoit que nous avons des origines ethniques au sens de population qui sont vraiment multiples. Et je trouve que ces tests ont le mérite de lutter contre la notion de racisme, de lutter contre les communautarismes. Et moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Ces tests montrent au final que la race n'existe pas. Il n'y a pas de race. Exactement. Il n'y a pas de race, il n'y a que des racismes. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on est aussi méfiant en France ? Pourquoi on maintient cette interdiction au risque, comme l'a dit Arthur, et on va continuer à en parler, de confier nos données génétiques à des entreprises américaines dont on ne sait pas finalement ce qu'elles vont faire de ces données ? Alors je pense qu'en fait, l'origine de ce dispositif législatif est ancien. C'est les lois de bioéthique, c'est 94, 2004, 2011. Et puis là, on est en train de les réviser. Je voudrais aussi citer Simone Veil, la philosophe, qui, à travers son livre « L'enracinement », a dit que l'enracinement est sûrement le besoin le plus naturel et le plus méconnu de l'âme humaine. Et ce besoin d'enracinement, eh bien, il est illustré par la demande très importante de tests génétiques. C'est aujourd'hui, mon voisin me disait, moi j'en étais resté à 27 millions, mais c'est 35 millions de tests d'accès aux origines, de connaissances sur les origines, qui ont été faites à travers le monde. Et donc on ne peut pas balayer en disant tout ça n'a pas d'intérêt. On va y venir dans la deuxième partie de cette émission, mais quand même, si je comprends bien ce que vous me dites, vous pensez que voilà, c'est le sens de l'histoire d'autoriser ces tests et vous souhaitez quand même qu'on y vienne à un moment donné ? Je trouve que c'est très bien. Et ils seront de plus en plus précis avec l'augmentation de la taille des bases de données. Et la qualité des renseignements fournis. Alors après, sur le sujet, on est en train de constituer des bases de données aux États-Unis, et c'est vrai que c'est un sujet majeur. Il y a derrière des problématiques de protection des données, de risque de discrimination. Enfin, il faut être d'une grande prudence. Que vont devenir ces données ? C'est effectivement une grande question. D'autres questions aussi traversent ce public ici de ce côté. C'est quoi ton prénom, toi ? Louison, Alors, Louison, tu as quel âge ? j'ai 17 ans. 17 ans. Est-ce qu'on se pose déjà des questions sur l'ADN, les origines, tout ça ? Oui, toujours pour la protection de données. Je sais que c'est pas la même en France qu'aux États-Unis et donner de mon génome en fait aux États-Unis à des entreprises privées et de pas savoir ce qu'ils en font après, ça me dérange. C'est entendu. Et Sonia, je vois que tu es avec quelqu'un d'autre.
Oui, parce qu'on entend depuis le début de cette émission un certain nombre d'inquiétudes qui existent. Maître Thomas Lajudi, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur ces questions. Vous êtes avocat spécialiste en e-santé au cabinet As Avocat. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, voilà, si on fait un test ADN qu'on envoie à une entreprise aux États-Unis, est-ce qu'on sait ce que deviennent ces données ? Alors déjà, je vais poser un pavé dans la mare, un pavé juridique qui est le code pénal. Le fait de solliciter l'examen de ces caractéristiques génétiques en dehors d'une fin médicale, c'est-à-dire d'une prescription d'un médecin et encadré par un laboratoire de génétique et de la recherche scientifique, est puni d'une amende de 3 750 €. Donc ça, c'est ce que risque Arthur. Ça, c'est ce que risque Arthur pour avoir craché dans un tube dans son salon français. Ça ne l'a pas empêché, comme des dizaines de milliers de Français. Vous donnez vos caractéristiques, votre ADN, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il va en être fait par ce laboratoire israélien ou ce laboratoire américain. Vous donnez ces données, mais est-ce que vous pouvez à un moment les reprendre ? On a l'exemple de 23andMe qui a signé un accord de partenariat entre guillemets avec le laboratoire GSK et qui a vendu pour 300 millions d'euros sa base de données de 5 millions de personnes. Si vous recevez un test qui vous dit que vous avez plus de chances d'avoir une crise cardiaque à l'avenir, peut-être qu'une entreprise spécialisée dans la vente de médicaments qui anticipe ces problèmes cardiovasculaires va avoir envie de payer très cher pour vous appeler plus tard et vous proposer des médicaments. Alors ça, c'est un aspect des choses. On va parler aussi de l'aspect médical. Vous alertez aussi sur un autre problème. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fait soi-même ce test, c'est une décision individuelle et qui implique aussi tout le reste de notre famille, c'est ça ? Exactement. Le problème, c'est que quand on fait analyser notre ADN, on peut aussi identifier directement nos parents, nos ascendants, nos descendants. Donc il y a une problématique qui tient à est-ce que le consentement à donner son ADN ne doit pas être étendu au consentement de tous les ascendants et descendants qui pourront être directement identifiés par cet ADN. Oui les amis, on se balade nous du côté du boulevard de Charonne. J'ai rencontré Inès. Comment ça va Inès ? Oui, ça va très bien. Tu vis où Inès toi ? Je vais à Charonne. Ouais, tu m'as dit, juste ici, on est chez toi alors. T'as un rendez-vous, on avance un petit peu ? Est-ce qu'on fait une émission sur les tests ADN notamment ? Est-ce que toi, ça pourrait t'intéresser de faire un test ? En fait, moi, je dirais, j'ai pas besoin de test. Ça me dérange pas les origines, qui que ce soit, les origines arabes, juifs, chinois, japonais. Je suis. T'as pas envie de savoir et tu pars du postulat que t'es citoyenne du monde, quoi. Tu viens de partout. Je viens de partout. Moi, je viens partout. Moi, je suis, cappuccino. Elle est cappuccino. Et Inès la cappuccino, on la laisse aller à son rendez-vous. En tout cas, merci. Vous aussi, sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk, notamment. Vous nous dites plein de choses. Il y a Henri, par exemple, qui dit « Vu mon physique, je suis persuadé que mes ancêtres étaient des vikings. » Est-ce qu'on peut faire confirmer cela avec un test ADN ? Et puis Mimi O'Malley encore qui nous dit « Les tests ADN pour détecter des maladies, ça ajouterait pas des angoisses pour rien ? Si on peut rien faire, c'est l'enfer, non ?» Moi, Rafale, je suis aux côtés de Valérie Gauthier, la présidente de la Fédération française de généalogie. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous, à la Fédération de la généalogie, cette arrivée des tests ADN qui ont bouleversé les choses? On peut trouver débusquer des ancêtres qui étaient cachés. Par exemple, moi j'ai le cas d'un aïeul qui n'avait jamais déclaré la naissance de sa fille. Il était père inconnu. Et bien, grâce à une recherche ADN, j'ai pu trouver son nom. Vous avez fait, vous, un test ADN? Oui, même plusieurs. Il y a un aspect des choses qui n'est pas négligeable, dont on n'a pas encore parlé, je crois, c'est le coût. Ça coûte combien de faire un test ADN? Moins de 60 €. Est-ce que cette passion aussi pour la généalogie, les tests ADN, est-ce qu'il y a un lien aussi à faire avec cette obsession de l'identité? Tout à fait. On veut savoir d'où on vient, qui on est et où on va en fait. Ça rassure aussi. C'est une manière de s'expliquer, de s'apaiser aussi. D'ailleurs, la généalogie, c'est la première passion française après le bricolage et le jardinage. C'est 10 millions de généalogistes en France. C'est quand même assez exceptionnel. On est quand même un des plus gros pays au niveau de la généalogie dans le monde. Je me suis rapproché d'Arthur une nouvelle fois. Si vous nous rejoignez dans l'émission Dans ce Flash Talk, je résume, tu vas me dire si je me trompe. Arthur est né d'une PMA. Arthur représente l'association Origine et en faisant un test, a retrouvé son géniteur. Qu'est-ce que tu as appris de plus sur ce géniteur ? Quand je découvre mon donneur, donc je l'ai au téléphone, il prend un air extrêmement grave, il me dit écoute Arthur, déjà il faut que tu arrêtes le tabac, il faut que tu fasses très attention, il faut que tu fasses un test sanguin parce que je suis porteur d'une mutation génétique qui touche les protéines C et S, c'est-à-dire que ça joue sur la coagulation du sang. Il a eu 2 embolies pulmonaires et il a failli mourir 2 fois.
Donc c'est pas le petit antécédent familial, c'est vraiment très grave. Et donc la question de fond, c'est celle de la responsabilité, c'est-à-dire que le chirurgien, si j'étais porteur de cette mutation et que j'étais en train de me vider, est-ce que c'était la responsabilité du chirurgien qui n'était pas capable de s'occuper de moi correctement? Est-ce que s'il avait appelé mon médecin traitant et que lui-même n'aurait pas été capable de répondre à la question de mes antécédents médicaux, il y a une question de responsabilité et j'ai trouvé ça extrêmement dommage de devoir passer par un test ADN pour pouvoir répondre à des questions qui sont finalement vitales. C'est entendu et c'est une question qui va maintenant traverser le débat de Flash Talk. Sonia, est-ce que vous, dans le public, faire ce test, vous seriez d'accord de savoir si bientôt vous allez souffrir d'obésité ou alors d'avoir des maladies cardiaques, etc. Eh bien, j'aimerais bien avoir le point de vue de la généticienne sur cette question. Et là, quelque chose me dit que vous allez être beaucoup plus circonspecte que tout à l'heure. En gros, je voudrais faire la peau, en quelque sorte, aux tests de susceptibilité qui sont aujourd'hui proposés par ces sociétés en ce qu'on appelle en direct au consommateur. C'est-à-dire, pour parler très concrètement, pour qu'on comprenne bien, on envoie son ADN et on peut nous répondre, je ne sais pas, vous avez 60% de chances de développer Alzheimer. Et c'est typiquement la dérive des tests de l'accès aux origines. Et puis en même temps, il ne faut pas tout jeter, parce qu'il y a des tests que j'appellerais de prédisposition, qui sont associés à des risques élevés de telle ou telle maladie, par exemple les cancers du sein. Moi, je suis très spécialisée dans la prise en charge des femmes à haut risque de cancer du sein. Et là, on va rechercher des altérations dans des gènes bien précis et dont on sait qu'il y a un risque tumoral qui est très augmenté. Et le grand public a été sensibilisé par cette question, notamment par le biais de l'actrice américaine Angelina Jolie. Exactement. Et donc, là, je crois que c'est très important d'avoir des tests génétiques qui restent encadrés. Et si le test a un intérêt médical, il faut qu'il y ait une équité d'accès au test sur l'ensemble du territoire. Et donc, tout ça, c'est des sujets importants. Et donc, aujourd'hui, les tests de susceptibilité donnés en DTC, je suis d'une très grande prudence. On posait la question tout à l'heure au public, allons le voir aussi. Dites-nous, si un test ADN pouvait vous dire que dans quelques années, vous alliez souffrir d'obésité morbide, d'une maladie cardiaque ou alors d'avoir Alzheimer, est-ce que vous feriez ce test? C'est quoi ton prénom, toi? Donia. Donia, tu habites où, toi, Donia? J'habite à Gambetta. D'accord, pas très loin d'ici alors. S'il y avait ce test qui pouvait te dire tu vas souffrir de cette maladie. J'aimerais bien tenter et le faire pour savoir que plus tard, qu'est-ce que ça va m'arriver. Ouais, voilà, par curiosité. Ouais. Je repose la même question ici au public. J'ai l'impression de faire le test, vous savez. Tu préfères avoir des jambes en mousse ou alors des bras en carton? Non, mais le laboratoire vous offre la possibilité de faire un test qui va vous dire que dans 5, 10, 15 ans, vous allez souffrir d'une grave maladie. Est-ce que ça vous intéresserait de faire ce test? C'est quoi ton prénom derrière? Neil. Neil, alors, est-ce que toi, ça t'intéresserait? Éventuellement. Hein. Éventuellement. Attends, j'ai mieux. Le même laboratoire te dit 5, 10, 15 ans, grave maladie, mais 40% de chance d'avoir cette maladie. Est-ce qu'au jour J, tu as envie de le savoir? Oui, là, oui. Mais tu as quand même 60% de ne pas l'avoir. Oui, mais quand même. Je préférais savoir pour être sûr, quoi. Ici, de ce côté, c'est quoi ton prénom? Clémence, Clémence, tu vis où, toi? à Clamart. Je te pose la même question. Tu as ce test qui est là. Tu l'ouvres, on a l'impression qu'on est dans Fort Boyard. Tu peux l'ouvrir et tu vas savoir que dans quelques années, tu seras malade. Enfin, en tout cas, tu as des chances, peut-être infimes, d'être malade. Est-ce que tu as envie de le savoir? Non. Pourquoi? Parce que ça... non, parce que j'aimerais profiter de ma vie et si je sais que j'ai 40% de chance de tomber malade, ça pourrait... T'influencer peut-être et faire autre chose que ce que tu avais prévu? Voilà, c'est ça, ne pas profiter et réfléchir sur comment régler cette maladie. Enfin, Et peut-être avoir passé plus de temps à réfléchir comment l'éviter ou attendre la maladie? comment me soigner ou comment l'éviter, la maladie. C'est une vraie question presque Oui, d'éthique qu'on se pose, Sonia. Et Dominique Stoppa-Lyonnais qui est à côté de moi et qui écoute avec beaucoup d'attention. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je veux dire que cette médecine prédictive, le mot n'est pas terrible, prédiction. En fait, on devrait plutôt lui associer le terme de médecine préventive. Et l'idée, c'est qu'une personne avertie en vaut deux et que ces tests génétiques conduisent, lorsque le résultat dit qu'il y a une augmentation de risque, à une prise en charge adaptée des personnes. Et notre problème, c'est de ne pas rendre malades des personnes qui vont très bien et de faire en sorte, néanmoins,
qu'elle ne soit pas malade. On sent que le sujet est complexe, effectivement. À vos côtés, il y a Jérôme. Alors Jérôme, vous êtes là aujourd'hui, vous me racontiez que vous avez fait carrément un mémoire sur le sujet, sur le mémoire sur les enjeux socio-économiques, éthiques et juridiques des tests génétiques personnels. C'est un vaste sujet. Ouais. Alors, je ne vais pas vous demander de résumer la conclusion de votre mémoire en 1 minute, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous donner les principaux enseignements de ce travail ? Déjà, je pense qu'on assiste à une fuite des données génétiques aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment le point que j'aimerais souligner. Voilà. Moi, je veux vraiment dire ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher la fuite des données génétiques. On interdit ces tests en France, mais il est facile de s'en procurer par Internet. Donc finalement, c'est plus très judicieux d'interdire ces tests. Il n'y a pas de contrôle aux douanes comme la drogue, donc on ne peut pas les interdire comme dans l'état actuel des choses. Est-ce que l'État, le gouvernement français, a des bonnes raisons de se méfier ? Il a des bonnes raisons de se méfier. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Enfin, on voit qu'il y a des raisons de s'en méfier. Il y a des enjeux éthiques. C'est problématique. Ces données, elles sont sensibles, elles sont intimes. Mais il faut légiférer parce que là, dans l'état actuel des choses, on est plus perdant en fait dans cette situation-là. Merci beaucoup. Vous avez eu combien à votre mémoire ? 17. On peut l'applaudir, non ? Je peux donner le bonjour à Isabelle Bénet qui m'a soutenu. Merci beaucoup. Beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Par exemple, Drago le Druide nous dit « Et si les sociétés qui détiennent les ADN de millions de personnes les vendaient à des compagnies d'assurance ?» Vous imaginez le carnage ? Ou encore Vic Laboum qui nous dit « Et si un jour on arrive à faire ces tests de santé sur des embryons, ça s'appellera de l'eugénisme. Au secours !» On a aussi Lorelai avec plusieurs Y qui nous dit « Franchement, ces tests ADN marchent plutôt pas mal. Pour ma part, ils ont retrouvé mes origines asiatiques et européennes assez précisément. J'aurais tellement aimé qu'ils me découvrent des racines en Amérique latine. » Et celui-ci, est-ce qu'il a fait un test ADN assez ? Non, je veux pas savoir. Franchement, ça doit être le bordel. On regarde les dessins alors, c'est notre cartooniste. Il a écouté attentivement tout ce qui s'est dit et passé autour du tapis de Flash Talk, ici, boulevard de Charonne. Et voici ce qu'il en a dessiné. Ouais, j'ai pensé à Luke Skywalker en face de Dark Vador qui lui dit « Luke, je suis ton père. » Ouais, on va regarder, on va faire un test ADN. T'imagines si c'était la seringue, ça, où il fallait cracher dans le sabre laser ? Ouh là là. J'imagine aussi, on en a parlé un peu, mais découvrir ses origines. Je vois bien le suprémaciste blanc qui demande son test ADN. Il y a marqué 75% d'Afrique et le médecin qui n'est pas capable de lui dire. On sent la panique du côté du médecin. Il y a aussi, j'ai pensé à l'ADN, à protection des données, etc. Et je me demande du coup, au final, je vois le mec qui regarde dans son pantalon et qui dit au final, c'est pas un peu une clé USB ? Ça, c'est bien vu, hein. Bravo, assez. Du coup, je vois bien la pub RGPD, protégez vos données avec un préservatif. En 4x3 ici, là, tu sais, sur les bus. Exactement. Et puis le dernier, un petit Macron qui dit alors, à son test ADN, son résultat, alors combien de pourcents de Dieu ? Voilà. Alors moi, je me désolidarise tout de suite de ce qu'a dit ce monsieur, évidemment, hein, parce que bon, voilà, je tiens à mon poste. Hein. Vous pouvez l'applaudir assez, évidemment, notre cartooniste. Un mot encore sur cette question avec Raphaël Piéchaud qui est avec nous aujourd'hui, directeur de GénéaNet, une entreprise spécialisée dans la généalogie. Pourquoi vous rigolez ? Je l'ai mal dit ? Mais non, parce que je ne suis pas directeur de GénéaNet, ça me ferait très plaisir. Mais vous êtes quoi ? Je suis chef de produit chez GénéaNet. C'est pas mal déjà. C'est déjà bien. Alors Raphaël, vous avez écouté ce débat avec beaucoup d'attention, je vous ai vu. Qu'est-ce que vous en retirez ? Il y avait énormément de choses intéressantes. Un point qui m'a pas mal marqué, c'est on dit souvent que les plus jeunes ne font pas attention à la protection de leurs données. On parle qu'ils mettent tout à libre disposition sur les réseaux sociaux. Et en fait, vous avez interrogé plein de lycéens qui étaient très réservés sur les risques qui étaient encourus par le fait de faire un test ADN. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant finalement par rapport à toute la question de du test ADN, que ce soit à visée médicale, à visée généalogique, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas où ça part. En France, en Europe, de façon générale, on a la chance d'avoir un cadre assez précis sur la protection des données. En France, il y a la CNIL qui s'occupe de gérer un peu tout ce qui est respect des données personnelles. La Commission informatique et liberté. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Règlement général pour la protection des données, qui est un règlement européen qui a lieu depuis quelques mois à peu près, qui permet de mieux encadrer justement l'utilisation par des entreprises ou des administrations des données des utilisateurs ou des personnes. Donc oui au test, bien encadré par une réglementation française européenne. C'est ça, je pense que c'est la meilleure des façons de les mettre en place. Et ces tests, à votre avis, est-ce que vous pensez comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont l'avenir, c'est le sens de l'histoire et... C'est une grande question. L'avenir, pour reprendre sur la partie généalogique, puisque c'est plus ma spécialité, je ne dirais pas que c'est forcément l'avenir. Si vous faites un test ADN à l'heure actuelle,
Et le test ADN ne va pas vous dire qui sont les noms de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, ni ce qu'ils faisaient dans la vie. Pour ici, qu'est-ce que les gens ont envie de savoir? Qu'est-ce que faisaient mes grands-parents? Qu'est-ce que faisaient mes ancêtres peut-être en 1600? D'où est-ce qu'ils étaient? C'était quoi leur métier? Où est-ce qu'ils vivaient? Le test ADN, ça, va pas le dire de façon aussi précise. Par contre, ce qui va permettre de trouver, c'est peut-être quelqu'un qui, lui, a déjà fait ses recherches, parce qu'on va te dire, vous êtes cousin avec cette personne, lui a déjà son arbre généalogique, il a déjà fait les recherches, et pour les plus fainéants d'entre vous, finalement, avec juste le fait de cracher dans une petite éprouvette, vous allez trouver quelqu'un qui a déjà fait les recherches pour vous. Ça vaut peut-être le coup. C'est complémentaire du coup. C'est complémentaire, je pense. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir débattu autour du tapis de Flash Talk. Mais c'est déjà la fin de l'émission, mais l'émission ne s'arrête pas, le débat continue sur les réseaux sociaux, une autre vie encore sur Internet. Il y a par exemple Kadir qui poste ce tweet, il dit « Je croise un mec au boulot, je lui demande s'il est turc. Il me dit « Non, je suis d'origine sicilienne. Mais ma femme m'a acheté un test ADN et d'après les résultats, j'ai majoritairement de l'ADN turc. » C'est la fin de cette émission. On va lui laisser le mot de la fin. Bah oui, on est avec toi Kadir. C'est très bien aussi turc, je t'assure, c'est très très bien. On se retrouve très vite. Pour de nouveaux débats en public sur François, toujours. À bientôt. Salut.